commencer dès maintenant avec Charlène Laberge. Charlène est étudiante à la maîtrise en géographie à l'Université de Montréal et en dehors de sa vie académique, elle suit une formation pour devenir prof de yoga. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec Charlène qui va nous parler des effets des changements climatiques sur la respiration des sols et des forêts au Québec. Alors, moi, la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est en fait mon projet de recherche à la maîtrise. Donc, le sujet, comme on l'a dit, c'est l'effet des changements climatiques sur la respiration des sols en forêt tempérée. Donc, étant donné que je suis encore dans la période de collecte des données, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas les résultats, c'est vraiment plus la problématique sur laquelle est centré mon projet, puis la méthodologie, les méthodes de terrain qu'on utilise, les collègues et moi, pour explorer le sujet. Oui. Donc, comme vous le savez probablement déjà, les projections climatiques du dernier rapport du GIEC ne sont pas roses, mais malheureusement, je n'ai pas le choix de vous en parler ce soir. Donc, ça va être le petit coup déprimant. Mais c'est vraiment central à mon projet de recherche. Donc, les projections climatiques suggèrent une augmentation des températures globales d'ici la fin du siècle, puis des changements dans les patrons de précipitation, autant des régions qui risquent de recevoir plus de pluie comme des régions qui risquent d'en recevoir moins. Donc, conséquemment à ces changements dans les conditions climatiques, on s'attend aussi à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, donc inondations, feux de forêt, sécheresse, à une échelle un peu plus petite, donc celle du sud du Québec, qui est l'échelle qui m'intéresse dans le cadre de mon projet. On s'attend à une hausse des précipitations, mais pas assez pour compenser la hausse de l'évapotranspiration, qui est la perte d'eau vers l'atmosphère, ce qui fait qu'on s'attend à, on risque d'être dans un stress hydrique annuel un peu plus important. Donc, ça se traduit par des sécheresses estivales plus marquées, plus fréquentes. Donc, les forêts sont, entre autres, très impactées par les changements climatiques qui vont se traduire par les modifications qui sont à la fois structurelles et fonctionnelles. Quand on parle de la structure, ça va être des changements au niveau de l'aire de répartition, parce que, les espèces qui constituent une forêt vont essayer de suivre les conditions de température et d'humidité qui leur sont optimales. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que l'aire de répartition va va aller vers le nord. Aussi au niveau du changement dans la composition en espèces, parce que chaque espèce va réagir différemment au changement climatique, ce qui fait qu'on va un peu reconstituer les forêts. Ensuite, au niveau fonctionnel, ce qu'on voit, c'est une transition qui est à la fois actuelle et potentielle du rôle des forêts de puits à source de carbone. Ce que ça veut dire être un puits ou une source, je vais répondre à cette question-là, mais premièrement, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut retourner faire un petit throwback au secondaire, juste pour voir c'est quoi respiration et photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est le processus par lequel la végétation va venir absorber le CO2 atmosphérique, tandis que la respiration, c'est l'inverse. Donc, c'est le processus par lequel la végétation va émettre du CO2. Donc, si on se base là-dessus, quand une forêt fait plus de photosynthèse que de respiration, elle agit comme puits. Et à l'inverse, quand elle fait plus de respiration que de photosynthèse, elle agit comme source. Puis le problème avec les changements climatiques, c'est qu'on voit une plus grande proportion de respiration versus photosynthèse, ce qui fait qu'on constate une transition des forêts de puits à source de carbone. Donc, on a toujours considéré les forêts comme étant des puits immenses de carbone, puis un peu comme la solution miracle à la hausse des émissions de CO2, un peu comme la façon de cope avec nos émissions à nous. Mais malheureusement, cette idée-là préconçue est en train de changer. Donc, désolée de vous apprendre ça. Mais, donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, à partir de ça, ce qu'on voit, c'est une grande problématique qui est que le réchauffement climatique accentue les émissions de CO2 par les forêts, mais ces émissions-là accentuent à leur tour le réchauffement climatique. Donc, vous voyez où je veux en venir. On se trouve dans un genre de cercle vicieux qu'on appelle une boucle de rétroaction entre le système climatique et le cycle du carbone terrestre. Donc, souvent, quand on pense à forêt, écosystème forestier, on pense beaucoup à la végétation et aux arbres, mais on oublie souvent une composante importante qui sont les sols. Donc, les sols, c'est une composante importante du cycle du carbone terrestre parce que c'est la réserve la plus importante, puis aussi parce que les sols sont à l'origine du deuxième flux de CO2 en importance après la photosynthèse.
Donc, ce flux de CO2-là, qu'on appelle plus communément la respiration des sols, est composé de la respiration autotrophe, donc qui est celle du système racinaire dans le sol, et de la respiration hétérotrophe, donc qui est celle des communautés microbiennes, les champignons, qui décomposent la matière organique. Donc, l'activité autant des racines que de ces communautés-là, quand elles décomposent la matière organique, ça produit du CO2, et c'est ça la respiration des sols, grossièrement. Donc, cette respiration des sols est influencée principalement par ce qu'on appelle les conditions hydroclimatiques, donc température et humidité du sol, mais aussi par des facteurs secondaires comme la composition en espèces, la position sur le versant, donc au niveau plus topographique, parce que ces facteurs secondaires-là vont venir influencer les conditions hydroclimatiques. Donc, je vais passer à travers chacune de ces variables-là pour qu'on comprenne plus leur influence sur la respiration des sols. Donc, pour ce qui est de la température, plusieurs études se sont attardées à son influence sur la respiration des sols et ça ressort toujours comme étant la variable qui contrôle le plus la respiration des sols. Donc, c'est une relation qu'on dit curvilinéaire et positive. Ce que ça veut dire en français, c'est que plus la température du sol augmente, plus la respiration va augmenter rapidement. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel. Après la température, c'est la teneur en eau qui est la deuxième variable la plus importante au niveau du contrôle de la respiration des sols. Donc, comme je disais tantôt, la température explique une grande partie de la variabilité de la respiration des sols, sauf quand on se trouve en période de sécheresse, où là, la teneur en eau devient vraiment un facteur limitant. Donc, plus concrètement, par exemple, l'été, ici au Québec, ce qu'on observe, c'est une hausse de la respiration des sols avec la hausse des températures puis la baisse de la disponibilité en eau. Sauf qu'on arrive en dessous d'un certain seuil de teneur en eau, où là, on voit une baisse de la respiration, même si la température continue d'augmenter, en fait. Donc, si on revient à ce que j'ai dit tantôt, on s'attend à plus de sécheresse dans les forêts du Québec. Donc, conséquemment, on s'attend aussi à ce que la teneur en eau joue un rôle de plus en plus important dans le contrôle de la respiration des sols. Ensuite, pour ce qui est de la composition en espèces, les espèces influencent les propriétés du sol, donc oui, la température et l'humidité, comme je parle depuis tantôt, mais aussi le flux de nutriments, l'acidité. Donc, par exemple, quand on est en couvert de conifères, comme de sapins-miniers, par exemple, c'est un sol qui est plus sec et acide généralement, ce qui vient accentuer la sécheresse. À l'inverse, quand on est sous couvert de hêtre, qui est un type de feuillu, là, oui, le sol est plus acide, mais plus humide parce que c'est un couvert qui est généralement plus dense, donc qui laisse moins passer la lumière, ce qui fait qu'il y a moins d'évaporation et évapotranspiration. Donc, si on se base sur les influences que je viens de vous parler, ça mène à la problématique sur laquelle est basé mon projet de recherche, qui est que la combinaison de la hausse des températures, la baisse de la disponibilité en eau, puis les changements dans la composition en espèces ont un fort potentiel de modifier le flux de CO2 du sol. Et là, vous comprendrez que ça peut modifier la concentration de CO2 atmosphérique aussi. Donc, ça mène à ma question très, très précise de recherche, qui est quels sont les effets des changements climatiques sur la respiration des sols d'une forêt tempérée décidue à sa limite nordique. Donc, très précis, pourquoi une forêt tempérée décidue, pourquoi à sa limite nordique? La forêt tempérée, c'est un puits très important au niveau mondial de carbone, d'où la pertinence de comprendre comment ce type d'écosystème-là va réagir au changement climatique. Puis pourquoi à sa limite nordique? C'est qu'à cet endroit-là, on se trouve à l'interface entre la forêt tempérée, mais au nord, la forêt boréale. Fait qu'on a un genre de beau mélange d'espèces, une grande variabilité. Puis, cette belle mosaïque de peuplement nous permet de mesurer une plus grande variabilité de réponse parce qu'on trouve des espèces, autant, par exemple, le sapin brouillé qui appartient à la forêt boréale que l'érable qui est de la forêt tempérée. Donc, là, c'est beaucoup plus le fun. C'est plus déprimant. C'est comment est-ce que je réponds à cette question-là au niveau plus concret. Donc, mon projet de recherche a lieu à la station de biologie des Laurentides, qu'on appelle plus communément l'ASBL. C'est à Saint-Hippolyte, un peu au nord de Montréal. Puis, c'est une station de recherche qui appartient à l'Université de Montréal. Donc, c'est un peu le terrain de jeu des étudiants et professeurs en géographie et en biologie. Donc, nous, on a choisi 8 peuplements qui diffèrent en termes de composition en espèces. Donc, j'ai des peuplements de feuillus à dominance de hêtre, puis aussi des peuplements qui sont mixtes, donc à la fois des conifères et des feuillus. Donc, chaque peuplement est composé de 4 parcelles de 3 mètres par 3 mètres.
donc 2 qu'on dit témoins, donc on ne vient pas modifier les conditions, puis 2 qui sont réchauffés artificiellement de 3 degrés par des fils, des câbles chauffants dans le sol. Donc, c'est vraiment comme du plancher chauffant. Fait que ça nous fait 32 parcelles au total, dont 2 qui sont, la moitié qui sont chauffées, puis l'autre qui ne l'est pas. Donc, ça nous permet vraiment de venir comparer la respiration des sols avec une différence de 3 degrés au niveau de la température. Donc, comment on fait ça vraiment sur le terrain? L'échantillonnage dans le cadre de mon projet se fait durant la période sans neige de 2021 et 2022, donc de mai à octobre-novembre. Donc, on va débuter sous peu la deuxième année d'échantillonnage quand il n'y aura plus de tempête de neige comme hier. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on vient, comme vous voyez sur la première image, on vient extraire du gaz qui s'accumule sur une certaine période de temps dans ce qu'on appelle des chambres de flux gazeux en mauve. Ensuite, on transfère cet échantillon-là dans des fioles, puis le contenu des fioles est analysé en laboratoire avec un appareil qui vient nous dire vraiment la concentration en CO2 qu'on trouve. Donc, toutes les données qui vont être récoltées pendant ces deux années de récolte de données, ils vont ensuite être analysés avec plusieurs types d'analyses statistiques pour faire ressortir des tendances. Donc, ces tendances-là, ce serait, par exemple, est-ce que la respiration est vraiment plus intense dans les parcelles chauffées? Est-ce qu'en stress hydrique, durant les périodes de sécheresse estivale, par exemple, on va vraiment voir une diminution de la respiration? Puis si oui, est-ce que cette diminution-là va être plus marquée dans les parcelles chauffées? Ou encore, est-ce qu'il y a vraiment une différence de respiration selon la composition en espèces? Donc, ce sont toutes des questions à laquelle on aimerait avoir réponse, en fait, pour mieux comprendre l'influence de la température puis de l'humidité sur la respiration des sols en forêt tempérée. Donc, je souhaite, en fait, que les résultats qui ressortent de mon étude puissent contribuer à peaufiner les simulations à long terme de la dynamique du carbone dans les écosystèmes forestiers selon un climat changeant, donc en contexte de changement climatique. Donc, avant de terminer, je tiens à mentionner que c'est un projet d'assez grande ampleur, en fait, qui a commencé il y a déjà quelques années à Saint-Hippolyte, à l'ASBL. Donc, on est plusieurs à travailler là-dessus, plusieurs cerveaux, plusieurs paires de bras. Donc, je tenais à le mentionner puis à les remercier. Alors, voilà. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Une petite période de questions d'environ 5 minutes. Je laisse la parole. Juste répéter les questions dans le micro. Si jamais. Oui. Est-ce qu'il y a une façon qu'on va pouvoir avoir les résultats de l'étude? La question, c'est est-ce qu'il y a une façon qu'on va pouvoir avoir les résultats de l'étude? Oui. En fait, j'ai déjà. Je peux en parler un petit peu parce que j'ai déjà un peu analysé les données de la première année. Je peux faire vite, genre un peu les hypothèses qui ressortent de ça, c'est que, dans le fond, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une respiration plus forte, quand même très, très marquée, juste avec un 3 degrés de différence. Puis un 3 degrés, malheureusement, ça va arriver plus vite qu'on le pense, cette augmentation-là. Donc, oui. Après, ce qui est plus difficile, c'est au niveau de la composition en espèces parce que c'est tellement multifactoriel, l'influence qu'ils viennent avoir sur les sols, que c'est très, très hétéroclite comme réaction, je dirais. Fait que c'est ça, mais oui, mon mémoire devrait être écrit dans un an, fait que je te le dirai en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui. Comment comparer le Québec à d'autres endroits dans le monde pour étudier ce phénomène-là? Dans le fond, c'est vraiment, je dirais que si, mettons, au niveau de la forêt tempérée, comme je disais, il y a eu plusieurs études, en fait, qui ont été faites partout dans le monde. Après, c'est ça, au niveau de la forêt tempérée, c'est un peu important. Donc, c'est important, je pense, de m'attarder, de l'utiliser un peu comme terrain, justement, parce que c'est là qu'il risque d'avoir des effets importants. Après, la forêt tempérée, elle est, oui, au Québec, aussi en Europe. Donc, ça pourrait aussi se faire là, c'est certain. Après, il y a des études, comme je dis, qui ont été faites dans toutes sortes d'écosystèmes, puis qui ont justement démontré, comme je disais au début, qu'il y a déjà justement des forêts, par exemple, des parties de la forêt amazonienne qui sont déjà des sources. Donc, ça a été démontré là. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Qu'est-ce qui fait que des arbres basculent entre absorber plus de CO2 et produire plus de CO2? Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a cette transition-là? Et je m'attendais à cette question-là. Mais c'est ça, je n'ai pas expliqué dans 12 minutes parce que c'est super complexe.
Ouais, c'est ça. Il y a plein, tu me le diras, il y a plein de raisons. Parce que déjà, il faut venir vraiment compartimenter. Donc, il y a vraiment ce qui se passe au-dessus du sol et ce qui se passe dans le sol. Fait que, mettons, si je me base sur qu'est-ce qui se passe au-dessus du sol, c'est que les espèces d'arbres ont des genres de stratégies de protection face au changement climatique. Donc, il y a des espèces qui vont, en réponse à la grande chaleur, ils vont fermer leurs pores des feuilles. Puis, c'est dans ces pores-là que les échanges gazeux et d'eau se font. Donc, en fermant ces pores-là, ils font ça pour garder leur eau. Mais le problème qui vient avec ça, c'est qu'ils n'absorbent plus de CO2. Par contre, c'est pas si simple que ça, il y a des nuances parce qu'il y a d'autres espèces qui, eux, ils ont d'autres stratégies qui se disent « Tant pis mon eau, je veux continuer à absorber du CO2 ». Fait qu'eux, ils vont garder leurs tomates, qu'on appelle les pores, les stomates, ouvertes. Donc, c'est de venir voir, ça dépend dans quel peuplement on se trouve, quel type d'espèces prennent plus de place au niveau de leur stratégie, justement. C'est méga complexe. Après ça, si on se base sur le sol, comme on voit, bien, le sol ne fait pas de photosynthèse, il fait de la respiration. Donc, je dirais que de façon générale, c'est les sols qui viennent un peu avoir l'influence la plus importante sur ce débalancement-là, dans le fond. Parce que, comme je dis, au-dessus du sol, on voit vraiment autant de l'augmentation que de la diminution de photosynthèse en réponse au changement climatique. Donc là, c'est un peu difficile de dire, mais là, les sols viennent vraiment changer la donne, justement, au niveau de ce débalancement-là. Fait que je répondrai comme ça, mais ça reste très complexe. Ouais. Le fait que certaines forêts deviennent des sources de CO2, quel impact ça peut avoir sur l'environnement forestier, sur l'écosystème forestier? Par exemple, des espèces qui peuvent être amenées à disparaître au profit de l'eau. Dans le sens, tu veux dire avec une augmentation de CO2, mettons? Oui, le fait qu'on change progressivement, qu'elles deviennent plutôt des sources de carbone. Donc, la question, c'est le fait qu'ils deviennent des sources, est-ce que ça a un impact sur les forêts en retour? C'est un peu ça ta question. La diversité des forêts. Oui, bien, c'est sûr que comment je répondrais à ça, c'est que je ne veux pas en mettant plus. Les forêts, surtout au Québec, mettons, c'est quasiment juste ça au Québec. Fait que je veux pas, ça a une très grande contribution au CO2 atmosphérique. Fait que si tu viens mettre plus de CO2, ben c'est comme un peu la boucle que j'expliquais au début. Ça vient comme vraiment accentuer à ce niveau-là. Mais après, on voit aussi des déclins, même des morts là, au niveau des écosystèmes, parce qu'il y a certaines espèces qui sont beaucoup plus fragiles. Comme je parlais de stratégie tantôt, il y en a qui, justement, la croissance, elle va complètement arrêter parce que, justement, ils préfèrent, par exemple, fermer leurs stomates. Donc, vu qu'ils ne prennent plus de CO2, qui est un peu l'énergie pour croître, c'est fini la croissance. Donc, là, on voit des déclins. Ouais. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Oui. Curiosité personnelle, vu que tu as étudié en géographie, et là, c'est des phénomènes hyper bio, de ce que je comprends. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le pont entre les deux? C'est des notions que vous voyez en géographie? C'est pas tout ce qui est écologie forestière. Malheureusement, on ne voit pas vraiment ça en géo. C'est sûr que mon bac, moi, c'était géographie environnementale à l'UDM. C'est beaucoup plus axé. Il se dit plus axé sur l'environnement, mais après, c'est un peu une folle. Mais bon. En tout cas, mais oui, moi, c'est comme. Fait que non, je n'avais pas ce background-là. Fait que au niveau d'écologie forestière, j'ai dû un peu apprendre de façon autodidacte à faire des identifications forestières et tout, ce qui m'a fait trouver une passion énorme là, pour l'écologie forestière, pour l'identification de flore et champignons, mettons. Fait que non, on ne voit pas ça. Ça a été comme un grand changement, mais ça reste. On est tous des géographes qui travaillons là-dessus quand même parce que ça reste que, en gros, clairement, vous dites, ça ne mange pas au niveau de la géographie, là, mais c'est que, dans le fond, c'est juste d'analyser les relations entre entités spatiales. Genre, si j'ai une phrase à décrire sur la géographie, fait qu'au final, c'est ça que je fais moi, mais pour une composante en tant que telle. Fait que c'est ça. Merci.